Alors, mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu à cet appel du professeur Noël Bounzanga. Le 30 août 2023, les militaires renversent le régime d'Ali Bongo qu'ils ont fortement soutenu en participant à différents renversements électoraux. Alors, ce revirement de l'armée, après l'annonce des résultats du scrutin présidentiel de 2023, a provoqué une liesse. Les populations acclament leurs bourreaux d'hier comme des héros, leurs libérateurs. Arrivé au terme de la transition instaurée par le CTRI, un bilan s'impose. Il exige à chaque citoyen de se positionner ou se repositionner. C'est à cet exercice que va se livrer aujourd'hui le professeur Noël Bertrand Bounzanga, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Alors, pourquoi le professeur Noël Bounzanga peut-il prendre la parole? Pour prononcer l'imposture au sommet de l'État après l'AVC d'Ali Bongo en 2018. Le professeur Noël Bounzanga a présidé la commission politique du dialogue national inclusif. Il a plusieurs autres casquettes, mais je préfère m'arrêter là pour qu'il puisse nous partager, sans compréhension de l'histoire contemporaine de notre pays, peut-être aussi proposer un nouvel horizon politique. Professeur et chers collègues, vous avez la parole. Merci cher ami, merci professeur Placide Ando. Pardon d'éclaircir ma gorge. Bonjour à tous. Merci de vous voir ici nombreux. Je voudrais commencer mon propos en vous souhaitant, à vous journalistes, mes chaleureux vœux de santé, de prospérité pour vous, vos familles et votre métier en cette année 2025. J'espère pour la profession de journaliste une plus grande liberté, un juste accès aux données publiques, pour une meilleure qualité de l'information, pour une meilleure lutte contre les discours de haine et d'incitation à la violence, pour une meilleure lutte contre la corruption et pour une meilleure prise en main de la démocratie. Nous sommes le 11 janvier 2025. Et on peut se demander pourquoi je prends la parole aujourd'hui, pourquoi je m'exprime publiquement, après avoir été le président de la Commission politique du dialogue national inclusif, organisée en avril dernier, et présidée par Monseigneur Patrick Ibaba. Pourquoi je m'exprime seulement aujourd'hui alors que la nouvelle constitution a été adoptée et que le projet du code électoral suit son cours? Nous sommes plusieurs compatriotes à avoir cru au comité de la transition pour la restauration et les institutions. Et comme plusieurs compatriotes, nous avons cru qu'au 30 août 2023, les militaires avaient réalisé un coup de libération. Comme plusieurs compatriotes, nous avons cru qu'enfin notre pays allait commencer sa marche vers la félicité promise par nos ancêtres. Mais après 1 an et 4 mois de transition, après une minutieuse observation, tout laisse voir que cette transition saluée et salvatrice jadis s'enlise. Le passé et l'état mortifère du système Bongo PDG qui ont œuvré 52 ans durant refusent de passer. En septembre 2023, alors que par principe, toutes les démocraties et institutions internationales condamnent toute forme de coup d'État, j'avais dit en m'interrogeant
le vin est tiré, comment il faut le boire. 16 mois ont suffi pour que nous constations que c'était du mauvais vin et qu'il ne fallait pas le boire. La transition prend de l'eau. Mon propos aujourd'hui est de dire qu'il faut vomir ce vin. Il faut vomir ce vin. Il faut vomir ce qu'il nous offre comme traitement médical alternatif, le CTRI et ceux qui ont pris possession du CTRI. Car il nous donne trop d'intoxication, il nous faut vite trouver un antidote républicain au modèle de scission. Voici ce qu'il a dit, je le cite. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix. Fin de citation. Mais toutes les gesticulations et rumeurs les plus officielles prédisent la candidature du président déchu. Je voudrais nous rafraîchir la mémoire. Le régime gabonais du président de la République Albert Bernard Bongo, devenu ensuite Omar Bongo Ondimba, en passant par Ali Bongo, jusqu'à maintenant, en période de transition, à Oligui Nguema, le régime gabonais est un régime militaire, éminemment militaire. Pour rappel, Albert Bernard Bongo était un agent militaire de services de renseignement généraux français. Quant à Ali Bongo, il s'est militarisé quand il est demeuré ministre de la Défense pendant 10 ans. Et le président de la transition, le général Oligui Nguema, le voir. Et toujours commandant de la garde républicaine prétorienne de l'ancien. Il faut aussi rappeler que les bombes lacrymogènes, lorsque les bombes lacrymogènes s'abattaient contre les étudiants et les populations gabonaises qui demandaient la démocratie en 1990, en 1998, en 2005, en 2009, ou quand des fusils d'assaut tuaient les Gabonais en 2016, ce n'étaient pas des civils qui commettaient ces crimes. Il ne faut pas falsifier l'histoire nationale, ni le devoir de mémoire souverain. Les militaires ont toujours géré le pays avec les civils. Cette alliance n'est pas nouvelle. On dit que le CTRI a fait en un an ce que le pouvoir déchu n'a pas fait en 14 ans. Si cela est vrai, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'un mandat long de 7 ans pour réaliser des exploits. Puisque en un an, on peut faire ce que les gens n'ont pas pu faire en 14 ans. Je dis donc bravo au CTRI. Bravo pour cet exploit. Et permettez alors à d'autres de poursuivre votre œuvre. Deuxième anomalie, l'interprétation du coup d'État en coup de libération du système Bongo PDG. Qui a libéré qui au fond? Et de qui est-on libéré? Il ne fait aucun doute que les Gabonais ne voulaient plus entendre le nom de Bongo à la tête du pays. Mais les Gabonais ne luttaient pas contre Ali Bongo, il faut le dire. Les Gabonais se battaient contre ce qu'il incarnait globalement, Bongo PDG dans sa totalité. Or, ainsi donc, un membre de la famille Bongo aurait libéré les Gabonais de la dynastie Bongo. Libéré les Gabonais
de la dynastie Bongo. Vous verrez où ça cloche. Comme d'autres l'ont dit avant moi, le président de la transition s'est libéré en réalité. Le président de la transition s'est libéré en réalité lui-même de l'oppression exercée battre contre lui le 30 août 2023. Le président de la 2023. Le président de la transition, Oligui Nguema, le régime gabonais est un régime militaire, éminemment militaire. Pour rappel, Albert Bernard Bongo était un agent militaire de services de renseignement généraux français. Quant à Ali Bongo, il s'est militarisé quand il est demeuré ministre de la Défense pendant 10 ans. Et le président de la transition, le général Oligui Nguema, est un militaire en treillis, tout le monde peut le voir. Et toujours commandant de la garde républicaine prétorienne de l'ancien régime. Je voudrais aussi rappeler que les bombes lacrymogènes, lorsque les bombes lacrymogènes s'abattaient contre les étudiants et les populations gabonaises qui demandaient la démocratie en 1990, en 1998, en 2005, en 2009, ou quand des fusils d'assaut tuaient les Gabonais en 2016, ce n'étaient pas des civils qui commettaient ces crimes. Il ne faut pas falsifier l'histoire nationale, ni le devoir de mémoire souverain. Les militaires ont toujours géré le pays avec les civils. Cette alliance n'est pas nouvelle. On dit que le CTRI a fait en un an ce que le pouvoir déchu n'a pas fait en 14 ans. Si cela est vrai, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'un mandat long de 7 ans pour réaliser des exploits. Puisque en un an, on peut faire ce que les gens n'ont pas pu faire en 14 ans. Je dis donc bravo au CTRI. Bravo pour cet exploit. Et permettez alors à d'autres de poursuivre votre œuvre. Deuxième anomalie, l'interprétation du coup d'État en coup de libération du système Bongo PDG. Qui a libéré qui au fond? Et de qui est-on libéré? Il ne fait aucun doute que les Gabonais ne voulaient plus entendre le nom de Bongo à la tête du pays. Mais les Gabonais ne luttaient pas contre Ali Bongo, il faut le dire. Les Gabonais se battaient contre ce qu'il incarnait globalement, le système Bongo PDG dans sa totalité. Or, il incarnait quoi? La monarchie, la dynastie, la dévolution héréditaire du pouvoir, la corruption, la jouissance unique des richesses du pays entre coquins et copains, le mépris des Gabonais, le sous-développement, la luxure, les détournements des deniers publics, la démocratie meurtrière, j'en passe. Il ne fait aussi aucun doute que le président de la transition vient édulcorer, il faut le dire, le long règne héréditaire de Bongo. Mais en même temps, il ne fait aucun doute que le président de la transition est de la famille Bongo. Ainsi donc, un membre de la famille Bongo aurait libéré les Gabonais de la dynastie Bongo. Vous verrez où ça cloche. Comme d'autres l'ont dit avant moi, le président de la transition s'est libéré en réalité lui-même de l'oppression exercée sur lui par l'ancienne première dame, Sylvia Bongo, et son fils Noureddine Bongo. Nous étions 10 depuis fin 2018, 10 compatriotes, dans le collectif Appel à agir
pour dénoncer le fait que c'était l'épouse et le fils du chef de l'État qui dirigeaient le pays depuis que Ali Bongo avait été victime d'une attaque cardiovasculaire. Et nous le saluons pour cet acte de bravoure. Mais ce que l'on ne dit pas à propos de ce coup de libération, c'est que c'est aussi le président déchu, Ali Bongo, qui a été libéré. Il a été libéré de la révolution populaire qui devait s'abattre contre lui le 30 août 2023. Le président de la transition a donc en réalité libéré son chef, qu'il a servi avec loyauté et fidélité, tout autant qu'il s'est libéré lui-même du couple Sylvia Noureddine Bongo. Le peuple gabonais s'en trouve-t-il libéré? Pas encore. Pas encore. C'est à la fin du processus de la transition que nous dirons si le peuple gabonais a été libéré. Le peuple gabonais doit lui-même arracher sa liberté. Troisième anomalie, le retour du système PDG, du système Bongo PDG au pouvoir. Alors que le peuple gabonais dénonçait la mainmise des ressources du pays par le PDG, qui torturait par ailleurs la démocratie, grand fut l'étonnement des Gabonais de voir une armée de PDGistes, alliés et apparentés, promus au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, au gouvernement et dans la haute administration. Certains parmi eux ont été même décorés le curieux jour de la célébration de la libération. Contre qui a-t-on libéré le peuple alors? Si on honore ces bourreaux d'antan. Qui est l'acteur principal des fraudes électorales depuis des années dans notre pays? Qui a laissé prospérer les dérapages budgétaires, l'affaiblissement de la justice, la captation des deniers publics, qui a biaisé tous les processus électoraux depuis 1990 jusqu'en 2023, qui a tué les Gabonais. À chaque élection présidentielle, qui a tué le rêve gabonais de vivre dans un pays digne d'envie à la richesse considérable, qui a capté toutes les ressources financières du sous-sol gabonais depuis les années 1960, de la manne pétrolière, du manganèse, du bois, de l'or, du diamant. Le dialogue national inclusif a même recommandé la suspension des partis politiques et singulièrement l'interdiction des cadres du PDG de prendre part aux prochaines élections politiques. À la surprise générale, le président de la transition n'a pas écouté cette recommandation, dont par ailleurs se satisfaisait un bon nombre de PDGistes. Demandez-vous pourquoi? Pourquoi? Quatrième anomalie, la cooptation des élites administratives. Elle se fait toujours par la puissance des liens de sang, des liens de famille, des liens affectifs plutôt que sur la base des compétences. Ainsi, même là où on fait des appels à candidature, la même logique de concussion se poursuit. La reproduction du système vaut mieux que la distinction, hélas. Cinquième anomalie, l'exacerbation du tribalisme et de l'ethnisme. Nous courons assurément un grave danger avec ces associations ethniques et régionalistes dont le rôle est de défendre au sein de la République la communauté ethnique et leur nouveau porte-étendard. Et personne ne s'en émeut. Le président de la transition peut même être président d'honneur
de telle ou telle association communautaire. Personne ne s'en émeut. C'est effarant. Le lobbying ethnique bat son plein aux antipodes de nos valeurs républicaines. Et heureux sommes-nous si nous sommes de l'ethnie du président ou de l'ethnie de ses collaborateurs et leurs affidés. La transition expose notre pays à des transactions ethniques déjà détestables sous l'ancien régime d'Omar Bongo. On peut dire que le passé ne passe pas. Il persiste même à rester. Et nous n'avons pas le droit de laisser les choses en l'état. Sixième anomalie, la gangrène de la corruption et des détournements des deniers publics. Comment expliquer que pendant la transition, le peuple assiste à autant de limogeages dans l'administration publique et à la tête des entreprises publiques pour cause présumée de détournement de fonds publics? En régime militaire de transition, sous couvre-feu par ailleurs, même s'il a été levé, plutôt suspendu, les hommes du président, issus des choix de casting militaire, n'ont pas peur de voler. C'est surprenant. Et que fait la justice? Toujours un maillon faible de notre République. Toujours. Les scandales de détournement se succèdent et la justice est inactive. Et j'entends des discours répétés presque machinalement. L'impunité est terminée. Mon œil. Les services sociaux se délitent. Le dernier fait en date, c'est la situation de la CNAMGES qui ne règle pas les factures des pharmacies. La grève des pharmaciens pendant la transition est juste impensable. C'est impensable. Où passe l'argent prélevé chez les fonctionnaires, puisque les fonctionnaires, pour l'une des catégories de la CNAMGES, l'argent est prélevé chez les fonctionnaires. Où passe cet argent? La corruption est l'ennemi public numéro 1 de notre pays. C'est l'ennemi d'État à combattre vigoureusement. Septième anomalie, l'affaiblissement continu de l'État au profit du dogme de l'homme fort, de l'homme providentiel ou de l'homme messianique avec les métaphores de Moïse, Josué et de la terre promise. Restaurer les institutions devait consister, en un premier temps, à renforcer le fonctionnement régulier de l'État sous l'autorité de la loi. Mais à quoi assiste-t-on? À des adorations fatales d'un homme qu'on croit supérieur à l'État. Et en ce sens, le régime présidentiel récemment adopté lors de la Constitution n'aidera pas les institutions à être fortes et impersonnelles. Pendant la transition, on est encore surpris, je suis extrêmement surpris, que la première dame et le président de la transition fassent des dons, aux hôpitaux publics. À quoi sert l'État alors? À quoi sert l'État? Huitième anomalie, crise profonde de la fonction publique et du secteur privé. Alors que des textes régissent le fonctionnement de l'État et la gestion des carrières des agents publics, on est écœuré. On est écœuré de voir des fonctionnaires toujours peu impliqués dans leur travail, toujours lassés de travailler dans des conditions exécrables et toujours pauvres. L'État ne donne pas les moyens aux agents publics afin d'améliorer la qualité du service public. L'État abandonne même les agents publics quand il ne veut pas payer certains de leurs appels.
pendant la transition, il n'y a eu aucun effort pour restaurer le service public. La fonction publique et ses agents, rien du tout. À la crise de la fonction publique se greffe l'instabilité managériale dans les entreprises parapubliques. En un an, que de changements de manager à la SEEG par exemple, à Gap Oil, au FJS, et même dans l'administration publique qui voit apparaître à nouveau les grèves. Les greffiers entrent en grève, j'entends que les magistrats entrent bientôt en grève, aux eaux et forêts. Bref, un retour du temps passé. Comment, dans une telle atmosphère, peut-on espérer que les entreprises créent des emplois et que notre économie résolve le problème du chômage qui frappe particulièrement notre jeunesse? Neuvième anomalie, le kunabélisme et le clientélisme. Le président de la transition, je le regrette de le dire, semble sensible au discours creux, aux troubadours et chansonniers moyenâgeux. De fait, même la télévision publique s'emmure dans la restriction des opinions libres et objectives. Le kunabélisme même de certains agents publics est surprenant. Et il n'épargne guère quelques pans de la société civile ni de la classe politique du pays. Mais à la vérité, tout le monde a bien compris qu'il faut séduire le prince pour lui soutirer des privilèges. Il y a donc une grande part de cupidité dans le kunabélisme, mais pas que. Pas que. Contrairement à ce que peuvent penser quelques personnes, la transition a à nouveau plongé la société dans la peur. Ainsi, plutôt que de nous mettre à l'abri de la peur, elle favorise un climat de terreur. La peur caractéristique de notre société est donc un révélateur d'une société bloquée. Et je peux vous assurer que la peur est le plus grand mal de notre société. Parce que la peur nous fait garder le silence devant des atrocités. La peur tolère l'injustice. La peur tolère la corruption. Les peureux. Oui, les peureux sont dangereux pour notre société. Et le kunabélisme est un révélateur de la peur. Dixième et dernière anomalie, mais vous pourrez en trouver d'autres. La transition veut remettre en cause l'alternance démocratique. Seule aspiration citoyenne, ambition du peuple gabonais depuis l'avènement du multipartisme en 1990. Il y a des similitudes troubles dans notre histoire contemporaine. Souvenez-vous, en 2009, l'élection présidentielle est venue valider la transmission héréditaire du pouvoir. En 2025, l'élection présidentielle est appelée à valider le coup d'État du 30 août 2023 et la conservation du pouvoir par un système qui a fait peau neuve en renouvelant le sacrement de la même alliance de ces hommes, aussi bien militaires que civils. Dans les deux cas, on veut nous faire croire que c'est une alternance démocratique. Non, ce n'en est pas une. Ce n'en sera pas une. Ce sont des stratégies de conservation du pouvoir par un même clan, un même système Bongo PDG qui ne veut pas passer au relais et qui tient absolument à empêcher l'alternance démocratique et le progrès de notre pays. Il faut les empêcher de faire ça. J'invite le CTRI, hautement salué autrefois à l'unisson
à la discipline militaire, à se conformer à son serment éthique et déontologique, et donc à ne pas présenter de candidat à la présidentielle de 2025. Le CTRI n'est pas un parti politique, mais un groupe de militaires valeureux que l'histoire nationale souhaite célébrer avec gratitude. J'invite le CTRI à ne recourir à aucune ruse pour empêcher l'alternance démocratique républicaine souhaitée par les Gabonais depuis les événements de la gare routière en 1981 et en 1991 lors de la conférence nationale. En étant juge et partie, le CTRI n'assurera pas la transparence électorale et donc pas d'élections libres et crédibles. Dans ce contexte, le CTRI pourrait jeter durablement le pays dans des crises dommageables pour notre pays et notre vivre ensemble et pour notre économie. Dans la loi des finances 2025, la Cour constitutionnelle a vu son budget augmenter de 500 millions de francs CFA, alors qu'elle a été pendant longtemps une entorse au processus de démocratisation. Que veut-on dire par là? Quel message veut-on nous donner? Notre pays doit revenir à la sérénité et tout dépend des vaillants militaires qui ont fait le coup d'État le 30 août 2023. J'ai mon petit soupçon, je le partage. Je m'adresse bien aux militaires du CTRI. Je voudrais m'adresser spécialement aux vrais CTRI, c'est-à-dire aux acteurs du 30 août, parce qu'ils existent, et du 4 septembre 2023. En effet, au regard de l'histoire qui a pris court depuis un an, il me semble que le CTRI a été dépossédé du projet de restauration des institutions. Ainsi donc, ce ne sont pas les militaires du 30 août qui sont à la manœuvre et qui fabriqueraient toutes ces anomalies citées plus haut. Le 30 août, les vaillants militaires qui sont apparus devant la nation n'ont pas mis leur vie en danger pour la misérable vie de la transition en cours. Je ne le crois pas. Non, on ne peut pas le croire. Et je pose à vous ces questions, c'est-à-dire au CTRI. Qui vous a écarté de la transition? Qui a fait le hold-up de la transition? Et êtes-vous vraiment prêt à laisser le Gabon filer dans le mur? Quelques puissants fantômes se sont accaparés la transition. Leur objectif n'est pas la restauration des institutions ni des valeurs, mais la conservation du pouvoir par tous les moyens. Les vaillants militaires du 30 août et du 4 septembre, il faut libérer la liberté. C'est Pierre Claver Akendengue, un poète, le poète gabonais que j'aime le plus citer. Je prendrai, moi, toutes mes responsabilités face à cette exigence historique en hommage à nos martyrs d'août 2016, au sujet desquels on ne peut faire l'impasse d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser le terrain politique aux sbires de l'ancien système peu crédible qui ont œuvré chroniquement à faire du Gabon un pays de toutes les anarchies et de la pauvreté, là où coule le pétrole, là où on ramasse l'or,
le diamant et le manganèse. Telle est la voix du citoyen que je suis, de tous les fils du Gabon et de tous les républicains qui se battent pour notre véritable essor vers la félicité. C'est pourquoi nous allons lancer en quelques mois une plateforme de démocratie participative pour organiser et préparer une véritable alternative à offrir à nos compatriotes qui rêvent de progrès, de bien-être et de justice dans l'unité nationale. Oui, le thème de l'unité nationale est cher à notre pays, mais on l'a malmené, cette unité nationale. Cette plateforme s'appellera Téléma, qui signifie « lève-toi » en plusieurs langues gabonaises, en Ipounou, en Zébi, en Massango, j'en passe. En langue fan, on dit Terlama, qui signifie « élève-moi ». Pardon à mes parents enfants si j'ai mal prononcé le mot. Téléma aura vocation à recevoir tous les Gabonais, sans exclusive, pour définir et proposer des actions devant conduire à l'alternance démocratique et au progrès socio-économique de notre pays. D'ores et déjà, chers compatriotes, je vous invite à vous inscrire et à prendre part à nos activités à venir relatives au lancement de la plateforme Téléma. Vive le Gabon, vive le Gabon rêvé par nos ancêtres, vive le Gabon immortel. Je vous remercie. Alors, messieurs, mesdames de la presse, nous venons d'écouter le propos du professeur Noël Bouzanga qui propose sur trois principaux points. Le premier, il fait une critique très acérée de la transition qui, selon lui, se présente comme un hold-up. Et le deuxième point, il invite le CTRI à ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Et le troisième point, enfin, il nous lance, il nous dit la création très prochaine d'une plateforme Téléma pour préparer l'alternance politique au Gabon. Alors, si vous avez des questions, nous allons prendre trois séries de questions qu'on pourra renouveler en fonction justement des différentes interventions. Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien du journal Flash Audio et du site d'information Gabon Nouvelle Vision. Professeur, j'ai suivi avec intérêt votre numéro. Vous avez ressorti 10 anomalies et nous pensons plus et moi que nous sortons d'un régime, 56 ans d'un régime dont nous connaissons toutes les réalités. Aujourd'hui, le CTRI arrive au pouvoir, il prend le pouvoir. Et pensez-vous qu'en 2 ans, ou 3 ou 4 ans, on peut effacer comme ça l'histoire de 56 ans d'un peuple? Ça, c'est ma première question. La seconde, d'aucuns, beaucoup de Gabonais d'ailleurs, confondent, pas confondent, mais essaient de faire la juxtaposition entre ce qu'a fait le feu général de Gaulle en France et le général Olivier aujourd'hui, qui ont, comme par hasard, le même grade de général de brigade. Et nous avons vu ailleurs des régimes militaires réussir. Je prenais le cas du feu général, le cas du commandant de l'air Jerry Rawlings au Ghana, qui a fait des choses au Ghana. Est-ce qu'on peut, dans 2 ans ou 1 an et demi, dire que les militaires n'ont rien fait ou bien ils ont déjà fait assez, ils peuvent partir, sachant qu'un mal de 56 ans se guérit en 2 ans.
Et pour terminer, je dirais, lorsque les militaires ont pris ce pouvoir, ils ont bien stipulé dans leur charte, parce qu'il y a une charte de la transition qui disait que personne, sauf le président de la transition, pouvait se porter candidat. Je ne sais pas si, sauf si j'ai mal compris. Donc lorsqu'il a dit, personne n'a dit non. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que ce même peuple, selon vos propos, existe que non, aucun membre du CPR ne soit plus candidat. Expliquez-nous. Hier, nous étions dans les vœux, on nous a tiré les oreilles, donné la bonne information. Nous voulons avoir cette bonne information pour transmettre à nos populations. J'en ai tenu pour moi. Okay. Il en a fait 3. Est-ce que c'est pas mieux de répondre? Parce que ça fait trop. Hein. Comme il a posé trois questions, ce serait mieux qu'il réponde d'abord à cette. Ok, allez-y. Karl Makemba, Gabon Mégadane. Alors, on va abonder dans le sens du contraire. Vous étiez président de la commission politique au dialogue national inclusif. Donc, lorsque vous avez accepté de participer en cette qualité au PNI, vous étiez conscient de l'ambiguïté qui figurait dans la charte de la transition sur le flou artistique qui régnait sur le statut du président de la transition. Est-ce que, lors des assises au dialogue national inclusif, vous avez posé cette problématique sur la table? Professeur, vous avez la parole. Ok. Donc les deux dernières questions se rejoignent. Merci pour les questions. Peut-on sortir, c'est ça, hein, première question, peut-on sortir en 2 ans, de 52 ans de liste, hein, 56 ans. Bon, merci. D'abord, l'expression nous sortons de 56 ans n'est pas une expression appropriée. Hein, nous ne sortons pas parce que nous ne sommes pas encore sortis. Cette histoire est la même qui se poursuit. Donc, il ne faut pas dire nous sortons de 56 ans. Cette histoire a encore cours. D'accord? Bon. Et nous sortirons de cette histoire peut-être à une condition. Je dis peut-être. À la condition qu'à la prochaine élection présidentielle, le CTRI permette une alternance démocratique. Pour quelle raison? Parce que je considère, et tout le monde l'aura constaté, que le président de la transition a été un proche collaborateur du président déchu. Il emporte donc les stigmates d'une manière ou d'une autre. S'il se présente donc comme candidat à cette élection, cela signifie simplement qu'il remplace son chef. Et s'il remplace son chef, on est dans un régime de continuité et non pas de rupture. Et à partir de ce moment-là, on ne dira pas simplement que nous essayons de sortir de 56 ans. On dira que nous sommes en train de continuer les 56 ans. Et ça, c'est dangereux pour notre pays. Donc, il faut que les gens comprennent bien que nous ne sommes pas sortis du régime qui nous a dirigés pendant 56 ans. Celui qui est président de la transition est un élément, un acteur clé de ce régime. Quand bien même nous saluons évidemment le coup d'État, puisqu'il nous laisse espérer une transition démocratique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je l'invite à être courageux, à être audacieux, à ne pas céder aux appels. Parce que lui aussi, on lui lance des appels. Qu'il ne cède pas aux appels des uns et des autres, qu'il invite à se présenter. Parce que s'il se présente, il sortira il court le risque de sortir de l'histoire par la petite porte. Il ne sera grand que quand il aura admis que ce pays peut connaître une transition démocratique. Et ce sera sous Oligui Nguema. Mais il faut qu'il soit courageux pour le faire. Et on entrera dans l'histoire. Et on entrera dans l'histoire, la grande histoire. Pour l'instant, il mijote des choses, il n'est pas encore dans la grande histoire. Je ne suis pas en train de faire le bilan de 2 ans, il n'a pas encore fait 2 ans, je ne fais pas le bilan. Je pense que quand on dit qu'on est un comité pour la restauration des valeurs et des institutions, il y a des signes quand même. Hein. Au début, on commence à montrer la bonne foi, la bonne volonté. Et le premier critère pour moi, c'est la parole donnée, quand en plus on est militaire. Il a dit le 4 septembre qu'il remettra le pouvoir aux civils. Quand il a fait le coup d'État, personne ne lui a mis un fusil à la tempe.
pour faire une telle promesse. Il a fait en toute connaissance de cause, en toute liberté. Et nous avons cru à la transition, et nous avons cru au général Oligui Nguema, parce qu'il a fait cette promesse. Il ne faut pas qu'il renonce à la promesse qu'il a faite. Parce que c'est cette promesse qui le grandit. Et c'est cette promesse qui le grandira. Et c'est cette promesse qui le fera entrer, comme je dis, dans la grande histoire. S'il renonce à cette histoire, je le dis bien, il entrera dans l'histoire par la petite porte. Parce qu'on a beau croire que les Gabonais sont naïfs. Je connais un petit peu le peuple gabonais. On commence à le comprendre. Vous regardez les différentes élections présidentielles sous Omar Bongo, sous Ali Bongo. On a souvent dit que c'est l'opposition, plutôt l'opposant qui avait gagné. Ça veut dire que Oligui, qui a été membre de ce régime, il connaît la réalité, il connaît la vérité. Il sait très bien que ce n'est pas parce qu'il remplit les meetings, ce n'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes qui passent à la télévision pour le saluer, qu'au jour du vote, la même masse populaire qui le salue le votera dans l'urne. Il faut le lui rappeler, quand il a tendance à l'oublier. Les Gabonais ne sont pas dupes. On croit qu'ils ne voient pas. Mais ils sont paupérisés. Et donc, lorsqu'il y a un meeting et qu'ils peuvent gagner 3 000 francs, 5 000, et la promesse d'un poste, ils sont obligés d'y aller. Mais ils sont sincères lorsqu'ils votent. Les Gabonais sont sincères quand ils votent. Et je dis bien que si Oligui se présente, je ne suis pas convaincu qu'il l'emporte sincèrement dans les élections. Parce que de toutes les manières, tout le monde a pu constater que la cote de popularité baisse sévèrement et elle va continuer à baisser sévèrement. Donc, pour ne pas salir son nom, le plus simple, me semble-t-il, est d'être fidèle et peut-être même loyal à l'égard de la promesse faite. Donc, je ne fais pas de procès par rapport à son bilan. Je dis juste qu'il y a des signaux avant-coureurs et quand on restaure des valeurs, on est en période de transition, de restauration de la valeur, il y a des choses quand même contre lesquelles il faut lutter. Le tribalisme, par exemple, c'est quand même un mal qui ne demande pas de passer 7 ans au pouvoir. On peut combattre le tribalisme sans attendre 7 ans. Quand un président de la transition est président de 2 associations tribales, régionales, ethniques, pour ne pas les citer, Tsoumou, Osiman. Mais comment dans un pays républicain, mais comment peut-on tolérer une chose pareille? Le président de la République est au-dessus de la mêlée. Il ne peut pas descendre à ce niveau de la gestion du... C'est juste impensable, c'est impossible. Je vais dire même à cette époque-là, les gens les plus sérieux de ce pays auraient dû sonner l'alerte. Et dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas être président d'une telle association. Et si nous gérions un jour de ce pays, les associations de type ethnique tribal seront purement et simplement dissoutes. Parce qu'on ne peut pas continuer à ventiler l'idée que dans un pays qui se pense comme république, il n'y a que des communautés qui sont ensemble. Je n'ai pas grandi avec cet esprit. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours été mu par la culture de la République et non pas par la communauté. Or, aujourd'hui, c'est la communauté qui gagne encore plus de terrain, alors que c'était mal que nous combattions. C'est ça le bilan si on veut faire un procès au général Oligui et au CTRI. Je ne dis pas qu'il n'a pas bétonné je ne sais pas quelle voie, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'a pas libéré 100 postes à quelques compatriotes enseignant par ailleurs. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il ne peut pas se confondre dans la masse. Il doit pouvoir incarner l'État. Et on n'incarne pas l'État quand on est président d'une association de son village. Je suis désolé. Ça ne se fait pas. J'ai même envie de dire, seulement pour cela, on devait le sanctionner. Parce qu'il est président de tous les Gabonais et non pas le président de Ngoni ou le président de Yem. Il est le président de la transition, président de tous les Gabonais. Alors s'il a envie d'être président d'honneur d'une association, ben qu'il soit le président de toutes les associations du Gabon. Ce serait plus simple. Pourquoi être juste président de telle association et de telle autre? Qui est plus Gabonais que qui? Ce n'est pas normal.
On ne peut pas tolérer ça. Et ce sont les signes avant-coureurs de l'échec futur du président de la transition. Parce que si pendant 1 an, 2 ans, il n'est pas capable de lutter contre de telles choses, le pays ira plus avant dans la dérive. Plus avant dans la dérive. Autre chose à propos de la corruption. Mais vous imaginez les détournements massifs pendant la période de la transition et la justice. Mais ça, on n'a pas besoin de 7 ans pour corriger des errements pareils. 7 ans ne sont pas utiles. En une année, on a réglé ces questions-là. On ne peut pas attendre 7 ans pour que des voleurs de la République, les voleurs des deniers publics, soient toujours libres et, prennent le micro pour nous parler, pour nous donner même des leçons. Ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre 2 ans pour ça. On ne peut pas attendre 7 ans pour ça. Et c'est pour cela que je dis, il aurait dû, dès la prise de pouvoir, sanctionner un certain nombre de personnes, prendre des mesures courageuses, par exemple de lutte contre la corruption, de lutte contre les détournements de deniers publics. Or, à quoi sommes-nous conduits? À constater au quotidien des détournements de deniers publics et la justice qui toujours, et comme je l'ai dit dans mon texte, dans mon propos, le maillon faible. Vous ne pouvez pas avoir un pays, un État qui fonctionne normalement si la justice n'est pas indépendante et si on ne donne pas à la justice les moyens de faire son travail. Donc voici, et vous me dites, j'ai été président de la commission politique du dialogue et que, oui, j'étais informé que la charte de la transition donnait l'exclusivité au président de la transition de pouvoir se présenter. Ce n'est pas si vrai que ça. Ce n'est pas si vrai que ça. Dans la charte de la transition, il y avait le président, il y a le président de la transition qui cumulait les postes de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Défense. Vous vous en souvenez? Le seul fait qu'il ait été ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur l'interdisait d'être candidat à la présidentielle. Autrement dit, lui-même il s'est tiré une balle dans le pied. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit la charte de la transition, en lui réservant un privilège, n'ont pas vu le piège qui lui tendait. Et le piège, c'était de faire de lui un ministre comme les autres ministres. Et puisque tous les autres ministres sont frappés d'interdiction, et que sa fonction à l'époque était consubstantielle à la fonction de président de la transition, et bien du coup, il est frappé de la même interdiction. Et donc, si nous prenons seulement la charte, en réalité, il ne peut même pas se présenter. Et vous avez bien vu, la ruse opérée par le CETERI, c'est précisément, voilà, ils ont révisé la charte pour dire non, puisqu'ils avaient bien compris la dispute. Ils ont donc retiré de la fonction présidentielle les 2 fonctions de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur. Donc, nous savions qu'il y avait, en acceptant un certain nombre de choses, nous savions que de toutes les manières, devant, il y avait une limite. Et évidemment, comme ils tiennent le pouvoir, ils ont modifié la charte. Mais quand bien même, même si nous le savions, je vais vous dire à propos, c'est vous qui avez posé cette question, à propos du dialogue. Les thèmes du dialogue ne sont pas décidés ou n'étaient pas décidés par les commissaires au dialogue. Les thèmes du dialogue étaient décidés par le comité d'organisation du dialogue. Ainsi donc, les commissaires n'ont pas planché sur des thèmes autres que ceux qui avaient été déjà posés par le comité d'organisation. En plus, il y avait un décret qui avait déjà limité, n'est-ce pas, les domaines sur lesquels il fallait travailler lors du dialogue. Et la question de la révision de la charte n'était pas posée. Et donc, même si quelqu'un emmenait cette question, c'était une question qui allait tomber dans l'eau. C'était frappé de nullité, puisque aucun commissaire n'aurait pu recevoir cela. Le décret avait limité les domaines sur lesquels le dialogue national allait pencher. Donc voici les quelques réponses pour les 3 premières questions. Alors, vas-y. Bonjour professeur, bonjour à tous. Je suis Essia Fiatou, citoyen gabonais.
originaire de la province de Roué-Vino, dans le département de la Pau. Professeur, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible de nous expliquer, je ne suis pas journaliste, je suis citoyen. Allez-y, allez-y, vous avez déjà Nous dire, parce qu'on entend beaucoup alternance au Gabon, le terme alternance. Nous, on a vécu multipartisme depuis 90 à ce jour, comme vous l'avez dit tantôt. L'affirmation du peuple, de la volonté du peuple gabonais n'a jamais été de mise. Est-ce qu'on doit entendre alternance dans le fait qu'en 2025, dès lors qu'on va aller aux élections, est-ce que le peuple gabonais aura choisi, cet homme, cette femme que le peuple gabonais aura choisi, prenne les rênes du pouvoir, alternance, ou c'est un ex-nihilo qui n'a jamais participé à la gestion du Gabon, qui sera président, et là on devra considérer que c'est une alternance. Sachant que les acteurs politiques du Gabon aujourd'hui, ce sont les mêmes qui se succèdent. Si vous pouvez nous éclaircir, merci. Y a-t-il une autre question? Oui. Je suis Pierre Boutégué du journal de Vanja. Professeur, vous avez utilisé, j'ai bien apprécié la métaphore du vin. Et je vais vous suivre dans cette métaphore-là, en tant que paysan. Au village, on aime bien le vin. Et il m'arrive, en tant que journaliste, d'aller assister aux réunions des parents d'élèves au PK5. Et là, parfois, lorsque les parents tiennent leur Motorola, les derniers qui arrivent posent cette question. Est-ce qu'il est bon? Et certains de répondent, il n'est pas bon, mais ça passe. Vous vous dites, à vous écouter, que celui du Cétri, celui du mauvais vin, il n'est pas bon du tout. Alors j'aimerais savoir, entre celui du PK5 et celui du Cétri, lequel les Gabonais doivent préférer. Alors, pour enchaîner au niveau des questions qu'on n'a pas enchaînées, vous parlez, vous demandez au candidat enfin, au Cétri de ne pas présenter le candidat, afin de ne pas être juge et parti. Une nouvelle constitution vient d'être adoptée, mais à peine adoptée, elle a été mise sous coude, puisque finalement elle sera appliquée après la présidentielle. Est-ce que c'est une disposition normale? On apprend que dès que c'est promulgué, ça veut dire qu'elle rentre en mouvement. On a parlé de la révision de la liste électorale. Les Gabonais disent que la liste électorale actuelle est mauvaise. Il y a encore là-dedans des morts, il y a des BE votants. Acceptez-vous la révision ou préférez-vous une mise à plat du fichier électoral? Merci. Dernière question. Oui. Alors, professeur, avant de répondre, je voudrais... Non, ça fait 3 questions. On va reprendre la troisième série. Il y aura une troisième série, la dernière. Alors, je voudrais répondre aux citoyens en disant que le professeur Noël Bounzanga a dit qu'il proposait une alternative, une autre façon de voir, n'est-ce pas, le Gabon, et peut-être aussi de choix des personnes autrement. Par rapport à l'alternance, c'est autre chose. Bon, pour le reste, professeur, vous avez la parole. Ok, merci, cher ami. Mon cher compatriote, l'alternance, au bas mot, c'est lorsque une personne remplace une autre. Vous avez raison, votre question enferme un vrai piège. Vous dites, mais dans notre pays, les mêmes se succèdent aux mêmes. Ainsi donc, il y a
dans notre champ politique, en réalité, des gens au profil similaire. Il n'y a donc pas, d'une personne à une autre, une alternance. On est à peu près d'accord. Dans notre pays, il faut aussi en connaître l'histoire. Depuis au moins 1981, vous avez connu probablement le mouvement de la guerre routière, lorsque les Oyono Aba, les Luc Bengonsi, luttaient déjà pour la fin de la dictature Bongo et donc pour l'alternance. En 1990, il y a eu la conférence nationale. Et ceux qui étaient là-bas exigeaient quoi? Non pas simplement le multipartisme, mais qu'une autre personne avec un autre profil arrive au pouvoir. Et puis en fait, nous avons adopté le multipartisme et la démocratie comme mode de désignation, l'élection comme mode de désignation de nos chefs, de ceux qui dirigent le pays. On considère que, si c'est le même parti qui dirige le pays, on a le sentiment que c'est le même pays, donc il y a plutôt le même chef et donc il n'y a pas d'alternance. Si c'est la même personne qui revient, il n'y a pas d'alternance. Il faut donc au moins remplir au moins une condition. La première condition d'alternance, et je suis d'accord avec vous parce que j'entends le piège, c'est que celui qui entend remplacer le régime contre lequel on se bat, pour lequel on se bat plutôt pour l'alternance, ne doit pas être le reflet ou le produit du régime ancien. Pour avoir la légitimité, mais surtout pour répondre à notre critère, ce que nous entendons par l'alternance. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que moi aussi je crois cela. Pour quelle raison? Je considère que, vous voyez par exemple la transition actuelle, c'était micmac, c'était un vrai micmac. Je comprends que pendant la transition, on veut faire l'unité nationale et que pour réussir une transition, il y a nécessité parfois de composer avec des gens de divers horizons. Donc on n'est pas encore en période d'alternance. C'est seulement demain quand il y aura une élection présidentielle que lorsqu'il y a quelqu'un qui ne sortira pas du moule du PDG, je dis bien qui ne sortira pas du moule du PDG, c'est à ce moment-là, si c'est celui-là qui gagne, c'est à ce moment-là peut-être qu'on pourra enfin dire il y a eu une alternance. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'alternance. Je veux dire, imaginons, je n'ai rien contre Paul Biogimba. Je prends un exemple tout bête. Je n'ai rien contre lui. Vous imaginez Paul Biogimba candidat à la présidentielle prochaine. Et puis il gagne. Je ne sais pas qui aura le sentiment qu'il y a eu alternance. Je n'en suis pas certain. J'arrive justement au deuxième critère. Le deuxième critère, justement, c'est le profil des gens. Parce qu'il n'y a personne qui est condamné. Personne n'est condamné a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas, alors pour reprendre peut-être un lexique chrétien, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché qu'il ne va pas cesser de pécher. Donc personne n'est condamné d'avance. Et effectivement, on peut considérer que même quand on a fait du mal hier, on peut s'amender demain. Et je pense d'ailleurs que le crédit accordé au général Oligui Nguema et au CTRI est lié au fait que le coup d'État, d'une certaine manière, une forme d'expiation. Voilà, il expie sa faute, d'une certaine manière. Et donc oui, mais il ne faut pas tomber dans ce piège, parce qu'après, il y a la culture gabonaise. La culture gabonaise. Si moi je crois à la transition, et que celui qui incarne aujourd'hui la transition, qui est de l'ancien pouvoir, ne me donne pas les gages de renouveau et donc de rupture, j'ai tendance à penser que toutes les personnes qui viendront de cette branche reproduiront la même chose. Donc, il faut faire attention à la culture de la reproduction. Et je pense que toutes les personnes, et ça c'est un postulat, c'est ce que je crois moi personnellement, je ne crois pas moi que ceux qui ont travaillé dans le PDG, avec le PDG, sont capables, ça c'est ma foi. Et on est libre de croire ou ne pas croire, comme moi. Je ne crois pas qu'un ancien PDGiste, quelqu'un qui a travaillé avec le PDG, donc qui en a été l'allié, je ne crois pas une seconde que demain il serait capable
de faire une rupture avec les mentalités, la culture, dont il est lui-même à la fois le produit, mais aussi, d'une certaine manière, le marketeur. Je ne crois pas ça. D'où la production et la reproduction du kunabélisme. Et on l'a vu à la commission, comment on appelle ça, la responsabilisation des gens qui devaient faire la campagne référendaire. Au premier plan, ce sont des pédégistes. Donc je crois pas à ça. Autre question, mais j'essaierai de ne pas être long. Le vin est tiré, c'est cela, le vin est tiré. Est-ce qu'il faut le boire? Oui, mais je pourrais raconter une autre anecdote. Moi j'ai bu du vin, moi je suis jamais bu de vin de palme, et je bois du vin de palme avec mon grand-oncle. Et mon grand-oncle, il devait avoir 16 ans par là. Et c'est lui qui m'amène boire le vin de palme. Donc c'est lui qui choisit. Bon, moi je ne suis pas connaisseur. Et puis il boit. Dès qu'il boit, il a à peine avalé qu'il avait craché. Mais vraiment, il a trouvé ça complètement dégueulasse. Tout de suite. Là, il dit non, ce n'est pas possible. Et puis je lui ai dit non, mais oui, je vais quand même goûter. Il m'a déconseillé. Et puis j'ai dit non, mais moi je vais quand même goûter. Et puis j'ai goûté. Et comme vous avez dit, il n'est pas bon, mais il passe. Lui, il a vomi tout de suite. Moi, j'ai bu, il passe. Qu'est-ce qu'il s'est passé le soir? J'ai eu la gastro. J'ai eu la gastro. Donc j'ai bu, oui, mais il a produit ensuite la gastro. Alors, quand on boit du vin de palme, ce n'est pas pour ensuite être malade. Et quand on a salué effectivement le CTRI, effectivement, la méthode de prise de pouvoir n'était pas la bonne, mais on a quand même salué. En espérant que, après les 2 ans, il ne va pas nous produire la gastro. C'est cela que nous espérons. Mais pour qu'il ne nous produise pas la gastro, il faut qu'on l'arrête là où il est. Il ne doit pas aller plus loin. Autre chose, comment? Oui, je vais reprendre. La Constitution, ou plutôt la liste électorale. Bon, il y a eu une tricherie, ça tout le monde a suivi. À propos de la Constitution, il y a eu une tricherie. Vous savez bien que le format qui a été proposé aux Gabonais n'est pas le format qui a été promulgué, enfin qui est passé en décret dans le journal officiel. Vous le savez parfaitement. Je pensais même à une question tout à l'heure sur... oui, si on avait posé la question aux Gabonais, si Oligui devait se présenter, on aurait dû faire aussi un référendum là-dessus. On aurait pu demander aux Gabonais s'ils voulaient que le président de la transition se présente. Pourquoi pas? Ça peut être un joli défi. La liste électorale, oui, le plus simple, c'est effectivement de tout remettre à plat. Le plus simple, c'est de tout remettre à plat. Vous avez un corps électoral composé d'à peu près ou plus de 800 000 personnes. 800 000 personnes. Électeurs effectifs, mais depuis des années, 300 000 personnes environ. Il y a un gap de 500 000 qui est invraisemblable. Et c'est tous les ans, c'est pareil. Enfin, je veux dire, à chaque élection. Il y a donc un problème réel sur cette liste électorale. Il faut, je pense, mettre à plat la liste électorale de manière à la nettoyer de tous ces êtres chers qui sont allés dans les cieux. Et voilà, parce que tant qu'on continue sur cette liste à ajouter de nouveaux noms, il va rester toujours ce gap peut-être de 500 ou 400 000 personnes. Et c'est malheureusement à propos de la fraude, c'est ce gap que la fraude utilise pour faire passer celui qui ne gagne pas l'élection présidentielle. Et donc là aussi, peut-être il y a un combat à mener, mais à côté, je suis désolé, il y a à la fois la surdité et la cécité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir ce que disent les Gabonais, ils ne veulent pas entendre ce que disent les Gabonais. Et donc aujourd'hui, même si nous faisions un plaidoyer pour dire il faut renoncer à la révision de la liste électorale actuelle, n'est-ce pas, et qu'il faut plutôt la remettre à plat pour ensuite bien construire la liste électorale, nous ne serions même pas écoutés. Et donc je conseille tout le monde, en dépit de tout, de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que le pouvoir de la transition, et je vous dis très bien que la transition est victime d'un hold-up. Les gens qui ont fait le coup d'État du 30 août, ce ne sont pas les mêmes qui dirigent. Ou plutôt, ce n'est pas cet esprit qui dirige.
Bon. Et donc, ils ne sont pas prêts ou prompts à nous écouter. Ainsi donc, on est obligé d'aller nous inscrire sur les listes électorales selon le modèle que eux, ils proposent. Sinon, demain, on regrettera de ne nous être pas inscrits. Vous avez raison, AJP, de poser la question. Le discours que j'ai produit ressemble curieusement à celui produit par d'autres compatriotes. Mais en fait, beaucoup parmi nous ne sont que des porte-parole. Parce que c'est une réalité. Nous désignons par les mêmes mots, heureusement, la réalité. Donc là, il y a au moins une communauté de sens. Il n'y a pas une divergence de vue, donc fort heureusement. Vous dites, pourquoi ne pas s'allier à eux? Notamment parce que je me ferai entendre. Je suis content qu'il y ait beaucoup d'organes de presse, et donc je serai entendu. Donc je n'ai pas besoin de m'allier à qui que ce soit pour être entendu. Vos micros et vos caméras suffisent pour que je sois entendu. Et il y a beaucoup de compatriotes ici qui relayeront ensuite mon propos. Je ne peux pas m'allier à ces derniers et je ferai peut-être un commentaire. Il y a dans l'opinion publique une fatwa contre, on les appelle comment, les 4 fantastiques. Contre les 4 fantastiques. Je ne comprends pas la fatwa contre ces gens. Je vous rappelle que le président de la transition, le plus cité parmi les 4 fantastiques, c'est Alain-Claude Billy-Bizet. Je ne me gêne pas de citer son nom. Billy-Bizet a été reçu au moins déjà 2 fois par le président de la transition. Il a été reçu au moins 2 fois par la transition. Alors aujourd'hui on dit Alain-Claude Billy-Bizet est une personne absolument infréquentable, c'est un diable. Ah ben c'est formidable. C'est un diable et cependant le président de la transition le reçoit allègrement devant caméra en s'exhibant avec des photos. C'est un diable. Il y a tout le monde, ne le fréquentez pas. Lui, il doit regarder l'exclusivité, le privilège. Moi, je m'insurge contre ça. Je suis désolé. Le même Alain-Claude Billy-Bizet avait déjà dit que si on lui reproche d'avoir commis des crimes, qu'il soit arrêté, qu'il soit mis en prison, qu'il soit jugé. C'était un discours absolument cohérent. Et j'ai envie de vous dire, très sincèrement, si c'est moi qui avais fait le coup d'État, Alain-Claude Billy-Bizet serait en prison. Pour quelle raison? Parce qu'il est le premier ministre de celui par qui le coup d'État est arrivé. Je vous rappelle que nous sommes dans un processus de démocratisation depuis 1990. Donc en 2023, on comptait 33 ans d'efforts financiers, d'efforts politiques, d'efforts moraux. Oui, et des pertes en vies humaines. Et le bilan de tout cela, c'est quoi? C'est un coup d'État. Donc tous ces efforts, pour rien. On a gaspillé combien de milliards pour la démocratie? Combien d'argent a été injecté pour la démocratie? Il fallait créer les institutions de la démocratie. Il fallait organiser des élections. Il fallait recruter du personnel de la démocratie. Il fallait payer la logistique de la démocratie. Ça nous a coûté énormément d'argent. On aurait pu construire des hôpitaux, faire des routes et faire tellement de choses. Donc vous imaginez si on devait faire le bilan financier de la démocratie, ou plutôt du processus démocratique, qui se solde par un coup d'État. Franchement, j'ai envie de dire, on condamnerait tellement de gens. Et donc Billy-Bizet, je ne sais pas quelle faute il a commis par ailleurs, mais ne serait-ce que parce qu'il a été Premier ministre et qu'il a défendu la révision du code électoral en période électorale et qu'il a fait voter le bulletin unique, seulement pour ça, je le mettrai en prison. Et donc, je ne comprends pas pourquoi Oligui Nguema ne le met pas en prison. Il le reçoit chez lui. Et il dit non, il n'y a que moi qui ai le droit de le recevoir, pas vous. C'est quand même curieux. Dans un pays où lui-même il dit, on est en période de transition et il faut de l'inclusivité. Je veux dire, on a beau être myope au pays des aveugles, bon mais quand même, tout est clair, on le voit trop bien. Et quand
on parle justement d'alternance, j'ai tout le sentiment que ce sont des enfants de même ventre ou de même père qui jouent dans la même cour, et l'un d'eux a pris le jouet de l'autre et l'autre n'est pas content que le jouet se retrouve dans la main d'un autre. Et se disputent comme ça entre eux pour que l'un des gars récupère le cadeau. Et pardon, j'apprécie ce propos de Willy Bizet qui a dit en son temps à l'Assemblée nationale, alors qu'il était Premier ministre, que le PDG n'a pas l'intention de passer le relais. Chers compatriotes, chers journalistes, c'est tout ce que j'essaie de vous dire. Mon propos, c'est cela. C'est que ça se trouve entre leurs mains et ils ne veulent pas passer la main. Je puis le dire avec Claude Willy Bizet, Ali Akbar Onanga, pour ne citer qu'eux, ils sont nombreux, et le général Oligui, s'il ne se ressaisit pas, je suis désolé, sont deux pièces, deux faces d'une même pièce. Et le problème avec le bling-bling de la politique, c'est qu'on veut nous éblouir, on veut nous rendre aveugles. La communication politique travaille à ce que nous ne voyons pas, la ruse qui se passe sous nos yeux. Et j'organise cette conférence de presse et je lancerai ma plateforme. Et je dirai aux Gabonais, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Celui qui prétend être le libérateur s'est libéré lui-même de l'oppression de Sylvia Bongo et de Noureddine. Et il a libéré Ali Bongo Ondimba. Parce que nul ne sait ce qui allait se passer le 30 août 2023. Quand on nous dit qu'on nous a libérés, mais peut-être que en 2016, les Gabonais se sont levés, ça n'a pas marché, ils ont été victimes, ils ont été tués. Mais qui vous dit qu'en 2023, un soulèvement populaire n'aurait pas fait tomber Ali Bongo? Et que la révolution, à ce moment-là, aurait fait chuter M. Ali Bongo et qu'enfin, nous aurions eu l'alternance que nous souhaitons. Ou à peu près, nous aurions eu l'occasion de dessiner l'alternance au contour que nous souhaitons. Donc, ce que je considère, moi, c'est que le CTRI, victime de hold-up, et Oligui Nguema, je considère très sincèrement qu'ils veulent empêcher toute forme d'alternance. La question que je poserai à lui, c'est pourquoi, diantre, vous ne voulez pas que le pays vive l'alternance? Qu'est-ce que vous cachez au fond? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas dans le temps qu'ils ne veulent pas que nous voyions? Parce que être obsédé autant par le pouvoir et dire quel que soit le temps, quels que soient les moyens, quelles que soient les formes, nous on garde le pouvoir. Il faut bien avoir des choses à dissimuler. Parce que je ne peux pas comprendre, à moins que ce soit une pathologie, mais je ne peux pas comprendre que des gens naissent et toute leur vie, ils veulent demeurer à la tête de l'État, diriger l'État, enfin, toute leur vie. C'est incroyable. Ceux qui nous ont enseigné la démocratie, ceux par qui nous pratiquons la démocratie, ils nous apprennent une chose simple, c'est l'alternance qui produit à la fois des valeurs, du dynamisme économique et ainsi de suite. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas le progrès. Je ne dis pas, alors on peut avoir un débat conceptuel, hein. Je ne dis pas que la démocratie apporte le progrès, ce n'est pas ce que je dis. D'accord? On peut avoir de la démocratie sans progrès, ça c'est sûr. Okay? Donc la démocratie n'est pas un gage de progrès. Sauf que moi, j'allie, je conjoins démocratie et développement. Bon. Le régime qui est là a dit on peut avoir la démocratie sans le développement, sans le progrès. Bon, moi je dis on peut avoir la démocratie et le développement. Et je sais qu'ils sont nombreux là-bas d'ailleurs à ne pas vouloir de la démocratie. Je peux vous assurer qu'ils organisent les élections à contre-cœur. Ils ne veulent pas organiser les élections. C'est une perte de temps pour eux. Parce que passer par cette case d'une élection, pour eux, c'est de la fanfaronnade. Parce que eux, de toutes les manières, ce qui les intéresse, c'est de rester au pouvoir. Et en réalité, ils n'ont pas besoin des élections pour être au pouvoir. Puisqu'ils maîtrisent l'armée. Je vais vous dire, bon, écoutez, on est là, on vous bute. Mais comme la communauté internationale exige qu'on organise des élections, eh bien, ils sont obligés de les organiser. C'est la raison pour laquelle on dit aux militaires, soyez républicains. En tout temps,
en tout lieu, chers militaires, soyez républicains. Vous n'êtes pas là pour défendre tel homme fort. Vous êtes là pour défendre l'intégrité de la République. Il ne faut pas se tromper de mission. Et c'est une mission noble que de défendre l'intégrité du territoire, de défendre la patrie, de défendre la République. C'est une mission tellement noble que parfois il me vient de regretter de n'avoir pas été militaire. Et donc il ne faut pas que les militaires se trompent de rôle. Oui, on les a conduits dans une fausse route, dans une fausse voie. Les mentalités sont brouillées maintenant, je les comprends parfaitement. Mais comme nous faisons des efforts, eux aussi peuvent faire